Bonjour, 16 mois Beauvau, presque 500 jours, et le revoilà du côté des terreaux. Gérard Collomb quitte le gouvernement et Paris pour revenir à Lyon, dont il n'est en fait jamais vraiment parti. Gérard Collomb est dans Face à Face aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. 3 ministres d'État dans le gouvernement d'Édouard Philippe, le 18 mai 2017. Plus un seul ne fait partie de ce gouvernement aujourd'hui. La faute à qui ? À François Bayrou, Nicolas Hulot et Gérard Collomb, ou la faute à Emmanuel Macron? Non, je crois que les circonstances sont un peu différentes. Comme vous le savez, François Bayrou avait été obligé de quitter le gouvernement parce qu'il ne voulait pas que les problèmes qu'il pouvait avoir puissent nuire au gouvernement. Mais je peux vous assurer qu'il est toujours en liaison assez forte avec le président de la République. Après, Nicolas Hulot, c'est vrai, lui avait des problèmes de ligne politique apparemment avec le gouvernement. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec le président de la République, avec le Premier ministre. Je veux simplement leur dire à un moment donné, il faut que je puisse prendre un peu de champ, et c'est comme cela que finalement je vous aiderai le mieux. Ça fait quand même 3 ministres d'État qui ne sont plus là, c'est un fait. C'est important. Oui, mais la vie politique, ça doit être toujours le changement. Alors, avec Emmanuel Macron, Gérard Collomb, vous aviez une relation quasi fusionnelle au début. Tout le monde a encore en tête, et je pense qu'on va les revoir, vos larmes à l'Élysée le jour de l'intronisation d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un vrai divorce politique, sans consentement mutuel? Non, non, ce n'est pas un divorce politique. Vous voyez, juste en venant chez vous, j'avais Brigitte Macron au téléphone, donc qui m'appelait, on échangeait, elle me disait « Mais Gérard, faut qu'on fasse quelque chose ensemble pour dire qu'on ne se parle plus, en particulier tous les deux, Brigitte et moi, parce qu'on s'aime beaucoup. Non, simplement, si vous voulez, au cours des derniers mois, j'ai pu dire un certain nombre de choses qui ont été interprétées par les journalistes comme une sorte de rupture. Non, moi je parle assez librement avec le président de la République, par exemple sur les sujets comme les retraites. Je vais dire, la CSG c'est bien, mais en rajouter ensuite sur le problème de l'inflation, ne pas mettre l'inflation, faire attention aux petites retraites. Et d'ailleurs, il l'a lui-même intégré, puisque quelques temps après, il a dit oui, on ne va pas le faire. Sur les collectivités locales, je trouve qu'il y a aujourd'hui un malentendu qu'il faut dissiper, et donc qu'il est en train d'ailleurs de dissiper. Donc il faut pouvoir dire les choses de manière à pouvoir faire progresser. Mais vous n'avez pas toujours été entendu quand même. Je n'ai pas toujours été entendu, mais sur beaucoup de points, je crois que je l'ai été. Alors vous avez mal vécu, on l'a dit très clairement, l'affaire Benalla. Mais tout le monde me parle de l'affaire Benalla. Pour moi, vous confirmez que ça a marqué le début de vos désaccords avec Emmanuel Macron? Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous voulez, je trouvais que cette affaire était malvenue, qu'en particulier pour le ministère de l'Intérieur, quelquefois on a été mis en cause et que tout le monde avait été parfait dans mon ministère, en particulier dans mon équipe. Mon directeur de cabinet a réagi comme il le fallait. Et donc pour moi, c'est vraiment une affaire passée. C'est pas de là que datent des détériorations avec le président de la République. Alors, vous aviez aussi des relations difficiles avec Édouard Philippe, le Premier ministre, notamment depuis l'histoire de la réduction de la vitesse à 80 km/h. Une fois sur les 80 km/h, où j'avais dit que joker à une question qu'on me répondait. Donc voilà. C'était remettre en cause la solidarité gouvernementale quand même. Une seule différence sur 16 mois, à mon avis, c'est quand même quelque chose de léger. Est-ce que c'est, Gérard Collomb, difficile d'accepter l'autorité d'un Premier ministre de droite quand on a été le premier soutien du nouveau président de la République, bien avant le Premier ministre qui est en place? Est-ce que ça a pu jouer, ça aussi? Non, si vous voulez, ce n'est pas ça qui est difficile. Je trouve, si j'avais une critique à faire, c'est que très souvent, on ne travaille pas directement avec les ministres, ce qui n'était pas mon cas, hein, mais beaucoup de mes collègues, je vois que finalement, on travaille à ce qu'on appelle les RIM, les réunions interministérielles, où c'est les membres de votre cabinet qui vont porter la parole du ministre. Moi, je trouve que ça fonctionne mieux quand c'est le ministre qui porte la parole. Parce qu'autrement, tout le monde finit par tourner un peu en rond et prendre des décisions qui ne sont pas forcément ensuite la conviction des ministres. Or, je crois que partout, il faut que des ministres aient des volontés profondes pour pouvoir porter un projet et convaincre les Français. Les conditions de la passation de pouvoir ont frappé aussi, hein,
Premier ministre vous a fait patienter 18 minutes. On vous a vu seul sur le perron si vous à Beauvau. 9h15, 9h33. C'est l'habitude. Et puis une passation qui était un peu glaciale quand même, il faut le dire. Non, si vous voulez, ce qui donnait peut-être cet aspect-là, c'est que c'est quand même quelque chose de très solennel. Vous avez tous les directeurs centraux, vous avez tous les directeurs de la police, de la gendarmerie, les militaires qui sont là, toute votre équipe qui est là. Vous savez, lorsque vous faites des cérémonies à Beauvau, par exemple de décoration, ça n'a jamais l'air débridé, hein. Et donc c'est quand même quelque chose de sérieux. Et pour moi, qui ai discuté avec le Premier ministre dans mon bureau, je n'ai pas trouvé que les rapports étaient froids. Au contraire, bon, on s'est dit, ben voilà... il aurait pu vous faire appeler pour dire, bon, voilà, j'aurai un quart d'heure de retard, c'est pas la peine. On n'en sait rien, parce que c'est en même temps la circulation. Vous savez, c'est la grille... Oui, mais il était à l'Élysée juste en face, quoi. C'est la grille de Beauvau qui donne le tempo. Alors, quand on refait le film de votre départ annoncé, Gérard Collomb, il ne manque pas de surprendre. Avec votre interview à l'Express, vous éclipsez la présentation du plan pauvreté du président de la République, votre propre présentation de la police de sécurité du quotidien, vous ne pouvez pas l'ignorer. Si vous voulez, moi, j'essaye de mettre toujours les choses au clair. Et donc, comme je savais que j'allais être candidat municipal, je ne voulais pas me servir, on va dire, des moyens de la République jusqu'au bout. J'aurais pu me contenter, 15 jours avant la déclaration et les candidatures, de dire que je suis candidat. Moi, j'essaye toujours d'annoncer ce que je vais faire et ensuite de faire ce que j'ai dit. Je crois que cette transparence, on la doit aux Français et on la doit aux Lyonnais. C'est mieux quand on est dans la transparence totale. À ce moment-là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé au président de la République, enfin vous le lui avez peut-être demandé, vous allez nous le dire, quand Nicolas Hulot a démissionné, ben, finalement moi aussi je m'en vais. Ça sera... Parce que alors pour le coup, si vous voulez, 2 ministres d'État qui démissionnaient le même jour, alors là vous auriez dit qu'il y a une crise grave. Donc, oui, mais là on a le sentiment du coup que c'est perlé et ça dure encore plus longtemps. Je ne voulais pas rajouter du trouble au trouble. Ouais. Parce que annoncer votre départ 9 mois à l'avance, quelque part, c'était forcément saper votre autorité. Vous le saviez. Alors, si vous voulez, du point de vue on va dire de celles et ceux sur qui j'avais autorité, il n'y a jamais eu aucun problème. C'est-à-dire que du point de vue des directeurs de la police, des préfets, des directeurs de la gendarmerie, il n'y a jamais eu aucune difficulté parce qu'ils voyaient comment je travaillais au jour le jour avec eux et que, évidemment, j'étais un ministre plus qu'à plein temps, totalement engagé dans l'action. Nous avons fait à Beauvau un certain nombre de réformes absolument extraordinaires qui vont compter. Vous parliez des quartiers de reconquête républicaine, ça y est, ils se mettent en ordre. Et croyez-moi, dans la banlieue parisienne, à Grenoble, à Échirolles, etc., dans toutes les villes où je vais, ils n'ont pas l'impression que c'est quelque chose qui a été effacé. C'est quand même passé au second plan par rapport... Non, c'est au contraire. Est-ce que c'est pas dommage de ne pas avoir attendu un peu plus pour si partir vous voulez, lorsque, effectivement, j'avais annoncé cette interview de l'Express, jamais on n'aura autant parlé des quartiers de reconquête républicaine s'il n'y avait pas eu cette interview de l'Express. Et croyez-moi, aujourd'hui, vous voyez bien, tout le monde parle de ma venue à Lyon. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu autant de journalistes présents à Lyon et à l'époque autant dans les quartiers de reconquête républicaine. Or, pour moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, par exemple, quand j'étais à Grenoble et Échirolles, vous voyez une ville en grande difficulté où les narcotrafiquants sont en train de prendre le dessus, avec un maire d'Échirolles en grande souffrance dans son quartier, qui se bat comme un fou. Vous voyez, on n'est pas de la même sensibilité. Ça valait pas le coup de rester un peu plus longtemps pour mener tout ça. J'ai lancé tout ça. C'est lancé maintenant. J'ai eu un budget extraordinaire, à la fois l'année dernière et cette année et l'année prochaine. 2000 policiers et gendarmes recrutés l'an dernier, 2500 cette année. Les promotions sortent et donc ces quartiers sont mis en œuvre pour les 15 premiers en septembre, pour les 15 prochains en décembre, et donc les choses roulent maintenant, tout va bien. On sait quelles sont les villes qui les obtiendront, donc ça c'est fait. Du point de vue du ministère de l'Intérieur,
voyez, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de compte stabilisé. Personne n'avait une vision globale. Je l'ai fait. Maintenant, c'est quelque chose qui marche. Nous avons créé une direction, par exemple, des achats. Il n'y en avait pas une qui était centralisée. Nous avons créé également une division du numérique. C'était totalement dispersé. Bref, j'ai remis ce ministère dans la bonne voie et je crois que ceci s'est fait. Il faut passer à autre chose. On n'imagine pas le Premier ministre qui disait bah, voilà, j'ai lancé tout ça, moi aussi je m'en vais. Enfin... Bah, peut-être qu'il va s'en aller un jour, vous savez. Est-ce que c'est bien que là, tout le monde fasse tout le quinquennat? Sous la Ve République, et on fête aujourd'hui les 60 ans de la Ve République, la promulgation de la Constitution, c'est quand même le président qui décide en principe. Oui, mais j'ai regardé dans l'histoire de la Ve République, il y avait quelqu'un qui avait fait comme moi, c'était André Bouloche, qui était quelqu'un d'extrêmement remarquable, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui avait démissionné lui aussi. Alors si on refait le film, idem, pareil, en ce début de semaine, vous voyez le président de la République, il vous dit non, je refuse la démission, et vous lui faites répondre via le Figaro, non, non, je démissionne. Ben parce que c'est du jamais vu. Les uns et les autres, on a une conversation, et à un moment donné, je prends conscience, effectivement, la décision de démissionner, par rapport à la réalité que je connais, par rapport aux campagnes qui sont menées contre moi, parce que je ne veux pas que les campagnes contre ma personne fragilisent l'institution. Et donc, je dis à un moment donné, c'est mieux, effectivement, de pouvoir le faire tout de suite. Voilà. Donc, Nicolas Hulot, lui, il le dit en direct sur une radio, et vous le dites via le Figaro. Oui, mais sauf que, si vous voulez, le Figaro, où là, il y a eu quelque chose qui n'était pas bien, c'est de pouvoir avancer l'annonce. L'annonce aurait dû être faite pour 18h, pas pour 15h de l'après-midi. Mais bon c'est pas essentiel. Et là aussi, alors sur les circonstances, on est un peu surpris. Vous êtes à 5 jours d'un G6 des ministres de l'Intérieur ici à Lyon. Est-ce que vous redoutiez la confrontation avec Matteo Salvini, par exemple? Non, si vous voulez, lorsque... Le ministre italien de l'Intérieur. Oui, il faut voir que le panorama a beaucoup changé. Lorsque nous avions projeté ce G6, nous étions avec un autre gouvernement allemand, un autre gouvernement italien, un autre gouvernement espagnol, donc les choses ont beaucoup bougé depuis. Et après, il y a la continuité des États. Il faut bien qu'à un moment donné, on puisse se réunir. Il va y avoir en particulier, au-delà des ministres de l'Intérieur, ce qui est intéressant. Quand c'est compliqué, est-ce que c'est pas là qu'il faut rester? C'est toutes les forces qui vont être là, puisqu'il y aura une simulation d'attentat, mais mon successeur le fera très bien. Alors, est-ce que c'est aussi, on a dit, le départ de très proches de vos collaborateurs? On pense à Jean-Marie Girier, on pense à votre plume, si je puis dire, hein, qui est parti, voire Arthur Empereur. Est-ce que ça vous a convaincu de partir plus vite? Ce n'est pas ça. Si à un moment donné, il part... Vous êtes senti abandonné, finalement? Vous avez été affecté? C'est parce qu'à un moment donné, ils doivent partir. Vous savez, moi, les collaborateurs qui sont partis lorsque j'étais... maire de Lyon ou président de la métropole et qui ont un très beau destin, j'en ai connu beaucoup. Et il est très normal que de très jeunes collaborateurs puissent, à un moment donné, avoir un destin. C'est parce qu'ils ont finalement beaucoup appris avec vous et que, du coup, on dit... Ah ben ceux-là ne sont pas mauvais parce qu'ils travaillent avec Gérard Collomb. Et donc, voilà, il y a une certaine pépinière, je dirais, lyonnaise ou bien parisienne, de celles et ceux qui travaillent avec moi. Sur le fond des choix du président de la République et du Premier ministre, que ce soit la pauvreté, la santé, le projet de budget 2019, est-ce que vous restez d'un soutien total à Emmanuel Macron? Si vous voulez, comme je vous ai dit, le projet de budget 2019, je me suis battu beaucoup pour avoir ça. Alors que le projet total de l'État progresse de 0,8%, le ministère de l'Intérieur progresse de 3,4%. Ça vous donne un peu une idée. Donc le président de la République a tranché pour faire en sorte que sa première priorité, la sécurité des Français, soit assurée. Est-ce que le président de la République peut encore reprendre la main ou est-ce que vous considérez que son quinquennat est d'ores et déjà plombé? Non, non, je crois qu'il va entrer dans une deuxième phase de son quinquennat et qu'au total, les mesures qui ont été prises, mais qui ne donnent pas leurs fruits la première année, seront des mesures qui vont changer la vie des Français, surtout qui vont faire en sorte que la France retrouve une dynamique économique qu'elle avait perdue.
Et là, vous pensez que vous le serez d'un soutien plus utile en étant en dehors du gouvernement qu'en étant dedans? Oui, par exemple sur les collectivités locales, où aujourd'hui il y a des malentendus. Comme vous le savez, je pense que ces malentendus ne devraient pas exister. Et je pense qu'en étant à la tête d'une collectivité locale, je pourrais ramener un certain nombre de mes collègues vers des positions un peu plus souples et que nous pourrons travailler ensemble. Il y a quelques présidents de métropole qui ont été reçus d'ailleurs. Les collectivités. Oui, c'était avec moi. Oui. Donc, juste avant ma discussion avec le président de la République. Et s'il y a quelqu'un, parce que j'ai été président des communautés urbaines, vice-président de France Urbaine, qui est à l'écoute des collectivités locales, je pense que c'est un peu moi. Les élections européennes s'annoncent en mai 2019 comme assez cruciales. Comment faut-il les aborder du côté de La République En Marche? Quelle tête de liste vous avez en tête? Est-ce qu'il faut s'associer forcément avec le MoDem, l'UDI, les jupéistes? Si vous voulez, j'irai plus sur les problèmes de fond. Hein. Vous avez des gens qui pensent au niveau européen qu'il faut travailler pays par pays et qu'on peut se satisfaire de la sphère nationale. Moi, je pense que c'est une erreur totale. Vous voyez, par exemple, je n'aurai que quelques chiffres. La France, par exemple, lorsque l'on regarde le budget de la recherche, ça doit être 55 milliards. Les États-Unis, c'est 500 milliards, la Chine 450. Donc si on veut, dans une période où l'innovation est cruciale, travailler chacun chez soi, alors c'est l'Europe qui se démantèlera totalement. Donc moi, je suis un pro-européen et c'est sur cette ligne qu'Emmanuel Macron doit faire effectivement campagne. Cette montée des nationalistes dans le fait que l'on se rétracte sur soi-même, oui. Vous voyez, il y avait eu un grand rêve européen, en particulier si les pays de l'Europe de l'Est ont pu sortir du rideau de fer, des difficultés dans lesquelles ils étaient, c'est parce que cette Europe existait. Alors après les européennes, les municipales, en mars 2020, deuxième échéance cruciale, c'est ce qui motive votre retour. Est-ce que la lettre relayée par Jean-Michel Laclin, vous demandant de ne pas vous représenter, ou celle toute récente de Jacqueline Vauthéreau, ancienne élue au département, ancienne élue de Saint-Fond, sur le même registre, ont joué aussi dans votre accélération de retour à Lyon? Si vous voulez, pour moi, ce sont des épiphénomènes et les gens ont bien le droit de penser ce qu'ils veulent. Vous savez, in fine, la parole n'appartient qu'aux Lyonnais et aux habitants de la métropole de Lyon. Donc c'est eux qui diront ce qu'ils veulent que je fasse. Moi, pourquoi je suis revenu ? Personne ne conteste ici que l'on ait mené un grand projet au cours des 15 dernières années. Ce projet, il est loin d'être abouti. Et vous voyez, on est toujours en concurrence, une grande métropole comme celle de Lyon, avec les grandes métropoles européennes, avec les Milan, avec les Manchester. Il faut qu'on puisse porter un projet fort, et c'est ce projet que je veux porter dans les semaines et les mois qui viennent. Il faut forcément qu'il soit porté par vous, ça peut pas être par d'autres. Avec l'ensemble des équipes. Avec qui vous avez travaillé. On peut savoir, si vous voulez, peut-être qu'il y a un peu de savoir-faire dans le passé, que ça garantit un peu les résultats pour l'avenir. Mais c'est tous ensemble, de manière unie, rassemblée, apaisée, que nous porterons ce projet. Alors, le bouleversement de la donne politique et le renouvellement des générations qui sont intervenus avec l'élection d'Emmanuel Macron ne se retournent-ils pas tout simplement contre vous? Vous avez été élu pour la première fois en mars 1977. Emmanuel Macron n'était pas encore né. Mais oui, mais si vous voulez, peut-être que si Emmanuel Macron a pu à un moment donné devenir président de la République, c'est parce qu'il a pu compter sur des élus comme moi, mais il y en avait bien d'autres. Je pense à un certain nombre d'élus comme Richard Ferrand, par exemple, qui ont apporté la solidité de l'expérience. Solidité de l'expérience et fraîcheur de la jeunesse, ce sont toujours les deux choses qui permettent d'aller de l'avant. Alors, votre schéma annoncé fin août 2016, c'était de vous présenter en 2020. Et vous aviez dit, donc en cas de victoire, si on gagne et la ville et la métropole, je proposerai de laisser la place de la mairie de Lyon à David Kemmelfeld, et moi je prendrai la métropole. Ce schéma est-il toujours valable?
Si vous voulez, aujourd'hui, celui avec qui je travaille à la ville, évidemment, qui me cède son poste, c'est Georges Képélékian, mais nous devons travailler tous ensemble et donc faire en sorte que chacun trouve effectivement sa place dans les équipes que nous allons former. Et moi, je m'attacherai à ce que chacun trouve sa place. Oui. Mais là, vous reprenez donc votre poste de maire, vous ne tentez pas la métropole de Lyon parce que vous savez que ça sera très compliqué? Tout simplement parce qu'on est en train d'anticiper le modèle futur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à la métropole et quelqu'un à la ville de Lyon. Ça sera le modèle à partir de 2020. Donc il n'y a pas de raison de le bouleverser en ce moment. Est-ce que vous considérez que David Kimmelfeld est un bon président de la métropole depuis Oui, c'est un bon président de la métropole. D'ailleurs, on voit que les projets avancent. Nous avons fait ensemble une réunion il y a 15 jours où je regardais un peu comment la programmation prévisionnelle des investissements, on appelle ça comme ça, progressait. Et je m'aperçois qu'elle est extrêmement bien réalisée. On s'aperçoit bien ici, un peu plus loin, là, que dans le quartier de la Pardieu, cette gare là, qui était devenue trop petite pour la ville, était en train de bouger, que le centre commercial est en train de bouger, que lorsque tout cela va s'achever, ce sera magnifique, que l'Hôtel-Dieu est aujourd'hui admiré par les Lyonnais. Lorsqu'il sera terminé demain, ça sera évidemment exceptionnel. On dit l'ambiance à la métropole pesante depuis quelques semaines. Est-ce que l'affrontement avec David Kimmelfeld est inéluctable aujourd'hui? Mais je ne crois pas du tout. Je le vois cet après-midi. Évidemment que nous travaillerons ensemble. Il n'y a pas d'ambiance pesante. Moi, je vois en ce moment, au hasard des rencontres depuis hier, tous mes anciens collaborateurs, tous ceux qui travaillent à la métropole. Parce qu'il y en a un qui arrive à la mairie de Lyon, l'autre que je croise dans tel ou tel lieu, et nous discutons ensemble. Ils m'envoient des messages et des SMS. Je n'arrive pas à répondre à tous et à toutes, et je m'en excuse auprès d'eux, mais je crois que voilà, il y a un certain bonheur à ce qu'à nouveau on soit ensemble. Alors on sait que les maires des petites communes de la métropole de Lyon ne sont pas satisfaits du nouveau mode d'élection. Oui, pas tous, si vous me le permettez. Certains ne seront plus représentés à la métropole, hein, puisqu'en gros, sur une circonscription où il y a, allez, on va faire simple, 35 communes et où il y aura 24 élus, forcément, tous les maires ne seront pas représentés. Alors si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire de manière très exacte? Il faut évidemment qu'il y ait un poids démographique qui soit reconnu. Et comme vous le savez, quand nous avions créé la métropole de Lyon, le Conseil constitutionnel avait dit on vous permet cela jusqu'aux prochaines réélections et après, ce ne sera plus possible. Donc tout le monde, évidemment, connaissait cette échéance. Mais ce que l'on veut faire, ce que l'on va faire, c'est essayer de faire en sorte, et moi je pousserai cela, qu'il y ait pour une conférence des maires qui jouera un peu le rôle du Sénat. Consultative, le rôle du Sénat n'est pas que purement consultatif, mais c'est in fine... Dans cette conférence des maires. Non, elle ne sera pas purement consultative, il pourra y avoir de nouvelles délibérations, mais in fine, c'est comme pour l'Assemblée nationale, le Conseil métropolitain qui a le dernier mot, ce qui m'apparaît totalement logique. Allez, Gérard Collomb, on passe aux questions sur les réseaux sociaux. Alors, Jean-Paul Brett, le maire socialiste de Villeurbanne, sur France Inter, ce matin, vous a comparé à Don Corleone. Il l'avait déjà fait il y a quelques temps. Gérard Collomb, c'est le parrain à Lyon? Écoutez, moi, je ne commente jamais des choses comme ça. Si vous voulez, moi, j'ai toujours un minimum de respect, beaucoup de respect pour Jean-Paul Brett, donc je me permettrai de ne pas commenter ses propos. Vous-même, hier, en arrivant à Perrache, vous avez évoqué, je cite, ces élus qui vont revenir à la maison. Ils vont revenir tous, vous avez dit. C'est une menace Non, c'est simplement voilée. c'est que les gens sont, je crois, plutôt heureux du retour parce qu'ils étaient dans un sentiment d'attente. Je revenais quand, à quel moment, etc., etc. Peut-être que beaucoup disaient il ne reviendra jamais, puisque finalement les ors parisiens peuvent plaire davantage que la lyonitude. Eh bien, moi, je trouve que Lyon, c'est une ville formidable. Il faut continuer à en faire une grande capitale internationale. Allez, on finit avec une question de politique fiction, Gérard Collomb, si vous voulez bien. Donc vous avez dit que vous seriez candidat et pour la ville de Lyon et pour la métropole. Vous restez sur l'idée de
prendre la métropole plus que la ville de Lyon, ou si les circonstances font que ça ne se passe pas très bien à la métropole, vous pourriez uniquement vous rabattre, j'ai envie de dire, sur la ville de Lyon? Si je puis dire, moi, je n'anticipe jamais sur le choix des électeurs. Vous savez, c'est eux qui sont les souverains, et donc c'est eux qui décident à un moment donné ce que vous pouvez faire. Et donc, j'attendrai quand même le résultat des élections pour que tous ensemble, nous puissions décider. Vous savez, ce sont les Lyonnais qui décident, et celles et ceux qui voudraient décider à leur place, évidemment, auraient des difficultés. Allez, un autre scénario de politique fiction. Il n'y a pas d'accord avec David Kimmelfeld. Deux listes concurrentes se présentent à la métropole, l'une conduite par David Kimmelfeld, l'autre par Gérard Collomb, et finalement la droite l'emporte. 2001 à l'envers. Mais c'est ce qui ne se passera justement jamais, parce qu'évidemment, tout le monde tire les leçons de l'histoire, et donc soyez rassurés si vous aviez aucun doute, quelques doutes, pardon, sur ce point-là. Voilà, vous avez eu Emmanuel Macron au téléphone depuis Mais je l'ai hier. eu hier soir. Donc voilà, on a discuté un peu de l'avenir. Même, si vous voulez, des problématiques concernant le ministère de l'Intérieur, puis la suite, les rapports entre les collectivités locales et l'État. Vous continuez de vous parler. Nous continuons de nous parler très fortement, et nous continuerons dans l'avenir. Moi, ce que je souhaite, vous voyez, quand j'ai rejoint Emmanuel Macron, ce que je voulais, c'était la réussite de la France. Je voyais un pays qui allait assez mal, et donc je veux que ce pays se réforme, en particulier dans mon ministère. Je voyais des quartiers en grande difficulté, et quand il y avait à côté le développement de l'agglomération lyonnaise, vous savez que j'ai toujours parlé, c'était peut-être Imolès, le modèle lyonnais, eh bien, voilà, je me disais, il faut y aller. Merci beaucoup, Merci Gérard à vous. Collomb, d'être venu dans Face à Face sur TLM. Merci, au revoir. Tous les 2 mois, coup de projecteur.